Monsieur le Président, il faudra une autorisation spéciale pour Monsieur Jean-Pierre Henry, qui n'est pas médecin, pas chirurgien, mais pilote de chasse sur Miral 2000 et formateur aéronautique. J'ai eu la chance de visiter justement de cette base d'Aucher à quelques kilomètres de Nancy, et de voir, en voyant un petit peu d'une part le simulateur de Mirage 2000 et la façon dont ils font cet apprentissage, je me suis dit, on a quand même des choses en commun, et peut-être que eux qui ont une expérience de 20-30 ans en simulation, peut-être qu'on pourrait tirer des bénéfices qu'on appliquerait dans notre domaine médical et surtout chirurgical. Jean-Pierre, alors le titre de ta communication, c'est Principe de subsidiarité. Il va nous expliquer ce que c'est que la subsidiarité, parce que c'est un mot qu'on n'a pas forcément utilité dans son vocabulaire du quotidien. Communication sécurisée et team training. Merci Jacques, merci beaucoup. Je suis très honoré pour la deuxième fois de faire une intervention devant votre institution. Donc pour moi, je suis vraiment très honoré. Merci beaucoup à vous de m'autoriser à faire cette présentation. Je vais m'en tenir aux 12 minutes académiques. Alors Stan Institute, c'est une société qu'on a créée qui vient en aide au DIU de chirurgie robotique développé et coordonné par Jacques Hubert ici à l'école de chirurgie. Juste histoire de cette société est là pour bien les aider à faire cette formation toute l'année. Ils avaient des petits soucis pour cette formation. Il y avait une très forte demande et elle était encadrée par des chirurgiens essentiellement et dont leur temps est très précieux. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour diffuser cette formation toute l'année et en utilisant au moins possible, en rentabilisant au mieux le temps des chirurgiens. Et c'est un petit peu le premier chapitre qui va être abordé, la subsidiarité. On parlera donc ensuite un peu de communication sécurisée et de team training. Alors cette question de l'entraînement et du coût de l'entraînement, il s'est posé dans l'aviation, dans l'armée d'air il y a quelques années déjà, pour la formation des pilotes de chasse, parce que c'est une formation les plus onéreuses qui soit aujourd'hui. Une heure de vol, je ne vais pas vous dire le prix d'une heure de vol, que ce sont vos impôts qui les payent, merci d'ailleurs à vous. L'heure de vol coûte très cher, et pour former des pilotes, on n'a pas trouvé mieux que des pilotes, d'autres pilotes. Ça paraît tout à fait logique. Quoique, alors pour le vol, oui, très bien, mais alors la question s'est posée pour la simulation. On a des simulateurs, faut-il mettre des pilotes dont le temps, le coût horaire est quand même très élevé, faut-il les mettre derrière une console de simulateur pour apprendre des gestes basiques très simples? Est-ce que c'est pas un petit peu payer cher ce prix? Alors Medlar a fait un pari il y a quelques années, c'est de se dire, on va former des gens dont ce sera le métier de faire ça. Donc on va chercher des gens qui ne seront pas forcément des pilotes, voire qui ne seront pas du tout des pilotes, mais on va chercher avant tout des qualités de pédagogue, comment bien transmettre un savoir-faire, un savoir-être. C'est ça qu'on va rechercher. Donc ces gens-là, on va les former à moindre coût. La formation va durer 2-3 ans, ce qui est moindre par rapport à une formation pilote. Ça coûtera beaucoup moins cher, on les fait un petit peu voler juste pour découvrir un petit peu la troisième dimension. Et puis on les met derrière un pupitre, et là vous avez un simulateur de Mirage 2000 sur la base de Nancy, c'est juste une petite partie, c'est rempli d'écrans. Il est dans une salle différente du simulateur lui-même, qui est un vrai cockpit de Mirage 2000 et qui est dans une sphère où seront projetées des images tout autour des équipages. Et ces gens-là, leur métier, c'est d'apprendre la formation de base, d'apprendre les gestes de base. Ensuite, alors ces gens-là, ce ne sont pas eux qui établissent les programmes pédagogiques, ce sont les pilotes eux-mêmes, et ils sont supervisés constamment par des pilotes, pour être bien sûr que ce soit bien la bonne parole qui soit transmise. Leur métier, c'est de faire ça, et sachant que la formation, elle est validée sur simulateur, mais aussi et essentiellement en vol. Et je rejoins tout à fait ce que disait Pablo Moreira tout à l'heure, que la simulation, c'est qu'un outil, et il ne faut pas oublier que le reste, le geste technique du maître à élève, c'est ça la base. Donc cette marge de simulation est très importante, elle est nécessaire, il faut l'optimiser. D'ailleurs, nécessaire, je parle pour l'aviation, il faut l'optimiser, mais c'est pas, il ne faut pas faire que ça. Je suis tout à fait d'accord. Donc ce principe-là qui a été appliqué, de dire, voilà, on ne va pas forcément utiliser un pilote pour former un autre pilote, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté, c'est ce fameux principe de subsidiarité dont la définition, vous l'avez dit, ne pas faire à un niveau plus élevé, ce qui peut l'être avec plus d'efficacité à une échelle plus faible. On a fait le pari avec le professeur Jacques Hubert d'essayer de transposer ce principe à la formation de base, à la chirurgie robotique pendant son DIU. Et le DIU de la dernière session qui s'est déroulée en février-mars ici même à l'école de chirurgie. Et alors on a pris un ensemble de formateurs. J'avais moi dans mon panel de connaissances des formateurs sur simulateur de vol, et je leur dis, chiche, on va tenter le pari. Ils ont été formés et encadrés, systématiquement supervisés par Jacques Hubert, Manuela Pérez et toute l'équipe du DIU de chirurgie.
formés et ils nous ont validé, autorisé, lâché, comme on dit dans l'aviation, lâché sur le terrain, supervisé pendant toute le DIU, et on était, nous, directement en contact, nous, non-chirurgiens, en contact des chirurgiens, et on nous a accompagnés pendant les 4 premiers jours de la formation, sachant que le dernier jour, on les remet entre mains des chirurgiens, c'est le fameux wet lab, c'est le travail sur cochon, et là, notre domaine de compétence s'arrête, bien évidemment. Et ça fonctionne même bien, et c'était, je dirais, presque quasi transparent pour les apprenants. Deuxième sujet que j'aimerais partager avec vous, alors il n'y a pas de hasard, comme disait Einstein. Hier, je discutais avec un pilote koweïtien, un pilote d'hélicoptère, qui est passé il y a 3 ans le début de sa formation et de son vol était sur Gazelle. Alors c'est un hélicoptère développé dans les années 70, hélicoptère français. Les caractéristiques, vous voyez, c'est relativement simple. Copilote assis côte à côte, juste un petit panneau de vol pour le vol des instruments et le tir des missiles, et quelques petits points d'emport. Il est passé de cette machine-là à celle-ci en 2012, qui est un Apache. C'est le fleuron des hélicoptères de combat aujourd'hui, hélicoptère américain, de nombreux points d'import, équipage assis en tandem l'un derrière l'autre, puis tout un système, tout à fait dernière technologie. Et je lui demande, et je pose initialement la question, je dis, mais attends, ça fait formidable, tu as fait une marche technologique de 40 ans en une fois. Je dis, mais c'était pas déboussolant? Il dit, non, la technologie c'est bien, enfin, ça nous aide même, et c'est même très bien. Même si les missions sont beaucoup plus complexes, ça marche très bien. Non, le problème il n'est pas là. Le problème il est que, avant mon copilote, il était à côté de moi, je voyais tout ce qu'il faisait, et puis il y a beaucoup de choses qui se faisaient sans la voix. Et tout se faisait naturellement. Je ne l'interrompais jamais parce que je voyais ce qu'il était en train de faire, j'attendais qu'il ait terminé sa tâche avant de lui parler. Alors que maintenant, dans la page, je ne sais pas ce qu'il fait et lui ne sait pas ce que je fais. Et on s'interrompt fréquemment. Et pour moi, le plus difficile, ça n'a pas été la technologie d'avion, ça a été de travailler avec d'autres. Comment travailler avec une personne que je ne vois pas? Je me dis, tiens, évidemment, c'est très intéressant parce que ça m'a rappelé un petit peu ce que j'ai vu la première fois que je suis allé au bloc robot, où j'ai vu, mais le chirurgien est complètement isolé d'un côté, et de l'autre côté, il y a le reste de l'équipe. Pour illustrer un petit peu ça, là on vous replonge dans un milieu qui vous est beaucoup plus familier, où on imagine, là donc la vision de la console chirurgien, le chirurgien donne une consigne, forfaitairement mettez la coag à 40, et il entend la réponse au bout de quelques temps, ben voilà c'est fait. Il dit, ok, qu'est-ce qui est fait? C'est la question qu'on peut se poser. Alors on va prendre un peu plus de recul sur mettre une mouche, on va se mettre à un autre endroit du bloc, et puis on va revoir ça, et on va se dire, tiens, si on voit ça de plus loin, mettez la coque à 40, tiens, information visuelle, elle va vraiment, c'est par ici que ça doit se passer, voilà, c'est fait. On se dit, ben, il y a quand même plus de chances, oui, il a certainement compris ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux? Est-ce qu'on ne peut pas aller encore au-delà? Et c'est le principe même de la communication sécurisée qu'on emploie dans l'aviation, qui est employé sur les hélicoptères Apache que je vous ai présenté tout à l'heure, sur Mirage 2000, et sur tous les appareils dans lesquels on ne se voit pas. Mettez la coque à 40, je mets la coque à 40, elle répète la consigne avant de l'effectuer, elle lit la valeur qu'elle a qu'elle a affichée, la coque à 40, et juste un dernier mot pour dire, voilà, j'ai bien compris, la boucle est bouclée, tout le monde est sûr que c'est la bonne information qui a été transmise, et le bon geste qui a été effectué. Donc, émission du message, répétition et confirmation. On a ces 3 étapes. Alors, c'est pas propre à l'aéronautique, ces 3 étapes, par exemple. Pardon? C'est très militaire, oui. Ça se retrouve ailleurs. EDF, quand vous allez en salle de contrôle, c'est exactement, ce sont les pratiques de fiabilisation qui sont éditées, et c'est leur méthode obligatoire de sécurisation pour tous les gestes nucléaires. C'est pas pour le quotidien, c'est vraiment pour les gestes importants qui peuvent avoir une incidence sur... voilà. Il y a toute une liste, il y a des gestes qui répondent obligatoirement à ce protocole. Alors on s'est dit, une fois de plus, est-ce qu'on peut l'adapter à la formation à la chirurgie robotique? Et la réponse a été oui, on a tenté la chose. Sur simulateur, Jacques Hubert vous a parlé du XTT, ce simulateur qui est dédié au travail de l'assistant, qui est relié à la console chirurgien. Et puis on apprenait, on montrait aux étudiants qui venaient faire cette formation comment faire une communication sécurisée et comment renforcer la sécurité et la performance au bloc en termes de communication. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le team training. Team training, c'est quoi? C'est comment s'assurer que les gens soient les plus performants, que l'équipe soit la plus performante possible. Le team training, très rapidement, on a pris
ça s'est imposé pour l'aviation dans le sang. On a connu des crashs tout à fait catastrophiques. Celui qui a déclenché, je dirais, toutes les formations de team training, c'est celui de Tenerife en 77, où on a quand même deux Boeing 747 qui rentrent l'un dans l'autre sur un terrain qui n'est pas prévu pour accueillir des gros porteurs, avec un brouillard tout à fait extraordinaire. Et juste par obstination d'un des deux commandants de bord, on est arrivé à un crash tout à fait catastrophique avec plus de 500 morts. Donc on voit une reconstitution, les deux appareils ne se voient pas, il y en a un qui est toujours sur la piste, l'autre décide de quand même décoller, et voilà, on arrive à ce crash juste parce qu'un commandant de bord a décidé qu'il allait décoller. Il faut savoir que dans son appareil, les deux autres personnes qui étaient à bord, à l'époque il y avait 3 personnes dans le cockpit, savaient qu'ils allaient mourir. Mais ils n'ont pas trouvé les mots, ils n'ont pas su comment dire au commandant de bord, attention, on n'est pas sûr, il y a peut-être encore un appareil sur la piste. Donc depuis 1977, ce sont les compagnies aériennes et puis les forces armées ont eu cette obligation de développer des formations. Et ce qui existe aujourd'hui comme produit dans l'armée de l'air pour les équipages d'aviation de chasse, ce sont 3 types de produits pour apprendre à communiquer. Je ne vais pas vous détailler un petit peu comment ça se passe, je vais juste vous apporter la transposition qu'on a pu effectuer ici au début de chirurgie robotique. L'adaptation qu'on a effectuée s'effectue de plusieurs manières. La première, c'est avec ces simulateurs, le simulateur XTT relié au DV Trainer. Et on laisse un petit peu l'équipe des apprenants qui n'ont que 2-3 jours de formation. Certains n'ont jamais touché un robot de leur vie. On les laisse faire, donc ils ont un niveau technique relativement de débutant. Et on leur dit, bon voilà, votre résultat il est à tel niveau, tel pourcentage, il est chiffré par la machine. Sans renforcer vos compétences techniques, juste par le dialogue, est-ce que vous pouvez améliorer vos compétences? Alors ils réfléchissent entre eux, ils trouvent eux-mêmes des solutions, et ok, allez-y, tentez, tu vas systématiquement répéter ce que je fais, ce que je dis, etc. Juste par la parole. Et rien que par la parole, ils améliorent systématiquement leurs compétences. Donc c'est pas mal. Le résultat final, ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. Avec des compétences techniques égales, par un bon travail en équipe, on arrive à augmenter ses compétences. Alors on a transposé ce principe-là au dry lab, au wet lab, et on peut même l'imaginer au bloc réel en mettant des caméras, puis en débriefant ensuite avec l'équipe sur la qualité du travail qui a été effectué. C'est d'ailleurs l'équipe elle-même qui se débriefe, c'est pas nous on ne fait juste que poser des questions, et c'est eux qui eux-mêmes trouvent leurs solutions, ce qui est d'autant plus riche et d'autant plus robuste en termes d'apprentissage. Voilà. C'était un petit peu rapide, je ne sais pas si je m'en suis tenu aux 12 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Bravo Jean-Pierre, merci. Des questions? Notre expert. Alors moi c'est vrai que j'ai regardé ça, moi c'est le principe de subsidiarité qui quelque part nous interpelle, mais c'est vrai qu'on a dû fonctionner et que les résultats seront tout à fait bons, donc c'est vrai que nous, chirurgiens, intuitivement, on dit qu'il faut que ce soit un chirurgien qui forme un chirurgien. Et je crois que, comme tu l'as dit, il y a du temps précieux, il y a des choses qui peuvent être faites à un autre niveau. Et je crois que c'est vraiment, quelque part, un exemple à suivre. Ça doit nous interpeller. Richard. Je voudrais faire un commentaire très vite sur le team training. Et je voulais avoir l'opinion dans l'aviation. Il y a une tendance actuelle qui est de dire au contraire, il ne faut pas travailler toujours les mêmes ensemble. Et je voudrais parler du problème qu'on a, nous, dans les blocs actuellement, avec le personnel intérim. Et je voudrais savoir aussi à Nancy comment vous êtes, parce que moi, je suis un vieux, donc j'aime travailler avec la même penseuse qui sait exactement ce que je vais faire, parce que c'est ça le team training. Mais la tendance moderne, c'est plutôt de nous mettre des intérimaires qu'on n'a jamais vus et des gens qui rentrent dans les blocs opératoires. Et j'ai entendu dire que dans l'aviation, au contraire, on fait tout justement pour que le commandant de bord, le copilote, l'équipage se connaissent le moins possible, et tout est fait par des procédures. Donc je voudrais voir un peu comment vous voyez ça dans le team training. C'est vrai, dans l'aviation civile, où les équipages, vous faites un vol Air France, l'équipage, c'est la première fois qu'il se voit, c'est la dernière fois qu'il se voit. Et c'est un peu moins vrai, mais ça l'est quasiment tout autant dans l'aviation militaire. Je ne vole jamais, je ne vole jamais 2 fois avec la même personne pour les avions biplaces. L'avion monoplace, un peu c'est évidemment plus particulier. Et on ne vole jamais 2 fois avec la même personne, on change systématiquement, sauf dans des cas de conflit. C'est-à-dire quand on va faire 2 mois de détachement, comme aujourd'hui en Irak ou au Mali, on garde l'équipage constitué. C'est aussi une facilité de management des personnes qui dictent cette loi-là.
Et effectivement, le fait de mixer énormément nous force à aller dans le processus et à standardiser les procédures au sein des équipages, tant au sein d'un escadron, qui est une unité constituée, qu'entre escadrons. Je vole avec une personne d'un escadron, demain je vole avec une personne d'un autre, et on aura exactement les mêmes procédures, ce sera complètement transparent. Et ça, c'est énorme vertu de ne pas dévier, que l'équipage ne dévie pas vers ses propres auto-procédures, auto-proclamées, et vers les non-dits. On ne connaît pas la personne, donc on est obligé de tout faire parce qu'on ne sait pas comment elle travaille. C'est pour ça qu'on se force à limiter sur des courtes durées de 2-3 mois, lorsqu'on garde sous les équipages, c'est juste sur une courte durée, pour les raisons que vous avez évoquées. Vous êtes comment en chirurgie? Vous êtes toujours les mêmes personnes? Je vais peut-être laisser le chef de pôle répondre. Parce que nous, en chirurgie, en tout cas dans les CHU, ça change sans arrêt. On n'a pas d'hypode attitré, on n'a pas d'interne attitré, on n'a pas d'assistant chef de pôle. Mais pendant l'opération. Ça, c'est même pendant l'opération. Et parfois, pendant une intervention, les instrumentistes, les aides pour l'instant ne changent pas, mais ça va venir. Ça, je pense que les internes, bientôt, ça change. Non, mais avec les règles, etc., et les temps, machin. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, les instrumentistes, ils changent. Mais ma question alors, est dans l'autre sens. Est-ce que tu trouves que c'est une performance et une qualité qui va faire que ça va améliorer la qualité, ou est-ce que tu trouves, il faut être honnête, parce que comme tu grisonnes un peu moins que moi, que tu en as marre d'avoir que le matin quelque chose à qui tu vas répéter toujours la même chose, parce qu'elle n'est pas au courant de ton management, ou alors ils n'ont pas assez appris les procédures, c'est ça leur problème qu'ils ont. Oui, ils ont résolu ce problème, mais nous on l'a pas résolu. On a entendu, je crois. Non, le problème c'est de savoir si cette solution pour la chirurgie est la meilleure de gens complètement anonymes, ou alors dans ce cas-là, il faudrait vraiment que les procédures soient très écrites, sinon c'est très difficile de penser que chaque fois on doit réexpliquer, et quand on a une intérimaire qui rentre dans un bloc opératoire, elle a pourtant appris à être penseuse, elle ne connaît pas les traditions de ce bloc opératoire, et c'est de l'énergie, du temps et de la fatigue pour les chirurgiens, c'est clair. Richard, on a fait ça, les universitaires ont fait ça depuis toujours, puisque les internes à chaque changement de stage. Vous avez quand même la secrétaire du patron et la sourdise du patron. Désolé, reconnaissez. Ça fait 30 ans. C'était bien avant. Ça, c'était avant. Ah bon? Ça, c'était avant. C'est vrai qu'on a connu ça. Emmanuela. Puis après. Je mettrais juste une petite note optimiste quand même en ce qui concerne l'aide opératoire pour cette robotique surgery. Le certificat que délivre Intuitive, les nurses, enfin les ibodes viennent avec nous et elles ont effectivement pareil, un certificat de nurse. Moi j'avais adopté le principe que pour le robot chez nous, c'était uniquement les ibodes qui avaient ce certificat. Donc on a un listing, donc on sait qu'on a une meilleure sécurisation déjà. Alors, juste une remarque, et sans vouloir vous désespérer, aux États-Unis, l'infirmière instrumentiste, elle change toutes les heures, parce que toutes les heures, elle a droit à un certain temps de repos. Moi, je vais vous dire, je comprends bien, mais c'est une perte de chance pour moi. Mais je suis peut-être un peu vieux. D'accord, mais alors là-bas, toutes les heures, elles changent. Allez, si on veut dire les noms, je suis désolé.